Salut, vous écoutez Guerrière par Maude Michaud, le podcast dans lequel on jase de toutes ces choses que tu vis en tant que femme qui n'ont pas d'allure et que tu devrais juste jamais vivre. Et aujourd'hui, on va se parler de violence gynécologique. Vous remarquerez que je n'emploie pas les termes violence gynécologique et obstétricale. C'est pas pour rien. La violence obstétricale, c'est un sujet qui mériterait un épisode en soi, mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de m'attarder exclusivement sur la violence gynécologique parce que oui, elle peut exister en dehors d'une grossesse et non seulement elle peut exister, mais toutes les femmes sont susceptibles d'en vivre à un moment ou à un autre. Je serais pas mal prête à mettre ma main au feu qu'au moins une auditrice sur deux qui écoute ce podcast a déjà été victime de violence gynécologique, probablement sans même le savoir, parce que c'est un type de violence qui peut être terriblement sournois en 2025. On va commencer par se donner une définition de ce qu'est la violence gynécologique, parce que pour beaucoup de monde, c'est par exemple un toucher de nature sexuelle pendant un examen gynécologique, donc une agression, voire un viol. Pendant ce type d'examen-là. Évidemment, c'est une forme de violence gynécologique, une des formes les plus graves, mais il en existe beaucoup d'autres. C'est beaucoup plus large et beaucoup plus sournois que ça dans les faits. Définition officielle, les violences gynécologiques sont les comportements, actes, paroles ou omissions commis par le personnel de santé qui ne sont pas justifiés médicalement ou sont accomplis sans le consentement libre et éclairé d'une femme dans le cadre d'un examen procédure gynécologique. Donc ça, c'est la définition large qui dit quelque chose, mais pas tant grand-chose. Versus une définition, en fait, plus qu'une définition, un regroupement d'actes, de gestes qui peuvent être commis par le personnel de la santé, qui ont été identifiés par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, comme étant des violences gynécologiques. Et c'est là que je vous le dis, vous allez capoter et fort probablement vous reconnaître à travers les choses que je vais vous dire. Donc, il y a 6 grandes catégories de violences gynécologiques possibles. On va les passer une par une, on va se donner des exemples et vous allez probablement commencer à vous poser beaucoup de questions sur les examens gynécologiques que vous avez subis dans le passé. Donc, la première, qui est une de mes préférées, pas préférées, on s'entend, c'est la non prise en compte de la gêne ou de l'inconfort d'une patiente. Ça, c'est une forme de violence gynécologique. Et je suis à peu près certaine que juste à ce moment-ci, il y a plein de monde qui font « Ah ben moi j'ai vécu ça, là. C'est sûr, j'ai clairement vécu ça. » En pensant que c'était forcément normal. Celles qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai un passé gynécologique compliqué. J'ai eu des problèmes à l'adolescence qui ont créé une certaine forme de trauma pour moi. Et à l'âge adulte, j'ai dû subir plusieurs interventions en raison de lésions précancéreuses au col de l'utérus qui n'ont pas du tout contribué à atténuer ou à améliorer ma relation avec le monde gynécologique. Au contraire, malheureusement. Donc, depuis que je suis jeune, c'est très anxiogène, c'est traumatisant, littéralement, pour moi, d'aller passer des examens gynécologiques. Et quand je vais passer un examen, que je m'installe les pieds dans les étriers, mes jambes se mettent systématiquement à shaker. Mais tu sais, pas shaker, genre un peu, là. Genre shaker de manière complètement déraisonnable et je perds complètement le contrôle de mon corps, en fait, dès que je mets les pieds dans les étriers. C'est systématique, c'est vraiment capoté. Et j'ai vu beaucoup de gynécologues dans ma vie pour les raisons que je vous ai mentionnées précédemment et dans le cadre d'examens de routine aussi. Et littéralement, tous les gynécologues que j'ai vus ont toujours observé mes jambes qui se mettaient à shaker de même, sans rien dire, comme si c'était correct, comme si c'était normal, en me donnant une petite claque sur les fesses, des fois, petite claque sur les fesses, violence gynécologique, on traite moyen, en disant « Garde tes fesses molles! » Je suis sûre qu'il y en a qui ont vécu ça. Tu tapes ses fesses, là. « Garde tes fesses molles! » Pensez-vous qu'il y a quelqu'un qui donnerait une petite tape sur les fesses de même à un gars? Garde, te tape, genre, tes fesses molles? Pense pas. Ça m'étonnerait énormément. C'est une parenthèse. Mais bref, j'ai les jambes qui shake et ben ils s'en foutent. Je veux dire, ils font comme, bon ben, c'est comme ça, puis ils insèrent leur spéculum et merci, bonsoir. Jamais personne, jusqu'à ce que je rencontre une gynécologue il y a 2 ans, là, et j'ai 41 ans, a réagi ou s'est dit, voyons, qu'est-ce qu'elle a, c'est pas normal, faudrait peut-être attendre, faudrait peut-être y parler, faudrait peut-être voir si elle a vécu un traumatisme, si c'est correct, tu sais.
Et la première fois que j'ai compris que c'était pas normal qu'on me traite comme ça, c'est justement en rencontrant une gynécologue il y a 2 ans, qui, lorsque j'ai mis mes pieds dans les étriers, puis que mes jambes se sont mis à shaker dans tous les sens, m'a mis, tu sais, la main doucement sur la jambe, puis m'a dit « Madame, est-ce que ça va? Ça a l'air d'être vraiment anxiogène pour vous d'être ici en ce moment. Avez-vous déjà été victime de violences sexuelles? » C'est capoté, là, je veux dire. Les dizaines de gynécologues que j'ai rencontrés dans ma vie en ont jamais fait de cas. Elle, non seulement a comme réalisé que ça n'avait pas d'allure, mais en a même déduit que j'avais peut-être été victime de quelque chose de grave. Et elle n'a pas inséré son spéculum. Elle a dit, bon, mais on va respirer. On va attendre un peu. Elle est allée ouvrir la fenêtre pour me donner de l'air. Elle a dit, quand vous allez être plus calme, vous allez vous sentir mieux, on va faire l'examen. Et c'est là que j'ai compris que pendant toutes ces années, la façon dont j'avais été traitée n'avait pas le moindre sens. Et c'était même violent. La fille est là en train de capoter sa vie avec les jambes qui partent dans tous les sens, puis toi, tout ce que tu fais, c'est donner une petite claque sur les fesses puis insérer ton spéculum. Sérieux! Et on considère que c'est normal, je veux dire, je l'ai considéré jusque-là aussi parce que tout le monde faisait ça. Si tout le monde le fait, ça doit être de même que ça marche. Mais non, c'est pas normal du tout. J'ai un autre bon exemple de moment où mon inconfort n'a vraiment pas été tenu en compte. Donc, je disais plutôt que moi, j'ai eu des cellules précancéreuses au col de l'utérus. Donc, avant que ça arrive, là, je m'en vais passer un pap test. Je sors de là, OK, merci, bonsoir. Un mois plus tard, je reçois une lettre par la poste. Premièrement, la lettre m'annonce que j'ai des cellules précancéreuses au col de l'utérus. Personne m'en avait parlé avant. C'est la lettre qui m'annonce ça. Et ça dit aussi que je vais devoir subir une procédure c'est un traitement à lance diathermique, plus connu sous le nom de LEEP souvent. Et ça l'explique comment ça va marcher, puis comment me préparer à ça, puis qu'on va m'appeler. Il n'y a pas de numéro. Je peux pas en savoir plus sur mon état ou sur les peut-être autres options que j'aurais, ce qui bafoue certains de mes droits. By the way, ça pourrait faire l'objet d'un épisode en soi, ça aussi. Et là, j'attends. Faut que j'attende de recevoir le téléphone de l'hôpital pour céduler le rendez-vous en question. Ça fait que, je capote parce que moi, je l'ai déjà dit, c'est très anxiogène pour moi, un examen gynécologique, un traitement comme ça l'est d'autant plus. Je vais voir mon médecin en panique, je suis comme, bon, faut que j'aille cet examen-là, est-ce que tu sais c'est quoi, est-ce que tu sais comment ça marche? Il m'explique ça un peu, super fin. Là, j'explique que, bon, j'ai un passé relativement traumatisant du côté de tout ce qui touche la gynécologie, puis que ça me fait super peur, puis tout ça. Fait qu'il dit, OK, il dit, je vais te prescrire de l'Ativan, qui est un anxiolytique pour l'intervention avant, tu pourras le prendre juste avant, ça va t'aider. Mais je vais aussi préparer une note à l'attention là, du personnel soignant pour leur expliquer d'où tu pars là-dedans, tes traumatismes, puis demander s'il y a un moyen qui te donne autre chose pendant l'intervention. Fait que finalement, le jour de l'intervention arrive, j'arrive là, je rentre dans la section de colpo, vous savez comment ça marche, je me change, je mets ma petite jaquette bleue, et là, je m'assis dans la salle d'attente. Je devrais être gelée par l'Ativan que j'ai pris, mais je le suis pas tant que ça parce que je suis juste trop stressée, puis je pleure, puis je panique, puis je capote d'être là, puis de devoir vivre ça. Et là, il y a une infirmière qui sort d'un bureau, qui vient prendre mon dossier. Fait que, vu que je la vois prendre le dossier, je donne le mot que mon médecin avait préparé pour moi en même temps. Je vais toujours m'en souvenir. Elle le lit devant moi, puis après, elle me regarde, puis elle me dit « Oh, ben là, t'as pas d'affaire à t'inquiéter que ça, là. C'est une affaire de 5 minutes, cette intervention-là. Fais-toi-en pas, ça va bien aller. » That's it. C'est ça le traitement royal auquel j'ai eu droit concernant ce qui est beaucoup plus qu'un inconfort, mon traumatisme gynécologique. Et là, après, je suis rentrée dans la salle. On m'a moyennement expliqué ce qui allait se passer, comment ça allait marcher. Je me suis installée. J'ai pas eu très mal pendant l'intervention. Là, il y a comme une petite piqûre à l'anesthésie qui est désagréable, mais dans l'ensemble, j'ai pas eu beaucoup de douleur. Beaucoup d'inconfort, mais pas beaucoup de douleur. Et là, je me suis relevée de là, tu sais, comme prête à partir. Puis là, le médecin, il dit « Non, assis-toi. » Là, je suis comme « Hein? Pourquoi? » Il dit « Je veux juste t'expliquer pour la suite. » Puis moi, je suis comme « Mais quelle suite? » Tu sais, moi, j'ai reçu une lettre qui me disait que j'avais ça, tu viens de me l'enlever, c'est fini, on n'en parle plus. Mais là, il me dit « Non, mais ça va dépendre des résultats de ce qu'on t'a retiré. Fait qu'on va te revenir. » Puis moi, je suis comme
terrifiée, gelée. Là, l'antivin, il a kické in, puis je comprends pas trop à quoi m'attendre. Ma face doit assurément le dire, et il me donne pas plus d'informations que ça. Je me souviens d'être partie comme ça, ce jour-là, sans savoir c'était quoi vraiment la suite. J'ai compris qu'il fallait que j'attende encore une petite delette. C'était pas mal ça le plan. Puis je suis sortie de là en braillant. Ça fait que côté prise en compte là, de mon inconfort, là, on repassera. C'était assez... En fait, c'était très violent. J'ai trouvé comme... Surtout par l'infirmière, mais de l'intervention complète, de la façon dont j'ai été reçue dans... C'était plus qu'une peur, là, on s'entend, là, c'était carrément une phobie que j'avais d'être là. Donc, c'est deux exemples personnels de moments où je considère que mon inconfort a vraiment pas été pris en compte. La deuxième catégorie de violence gynécologique, toujours selon le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est les propos porteurs de jugement sur la sexualité, la tenue de poids, etc. Et on pourrait aussi rentrer les injures sexistes là-dedans, là, ils font l'objet comme d'un troisième point, mais mettons qu'on met tout ça ensemble. Fait qu'il y a tout là-dedans les questions de quand on demande à une femme combien de partenaires sexuels elle a eu. Ou qu'on fait référence à son poids, puis là on sort de la violence gynécologique pour rentrer juste dans la violence médicale, là, on s'entend, puis on parle de grossophobie ici, puis il y en a encore beaucoup dans le domaine médical. Mais on parle aussi des discours paternalistes. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de filles au cours de la dernière année, puisque j'aborde souvent le sujet des violences gynécologiques sur mes réseaux sociaux, qui m'ont rapporté des discussions qu'ils ont eues avec leur gynécologue assez hallucinantes. Une femme qui va voir son gynécologue et qui lui dit « J'aimerais arrêter de prendre la pilule » ou « J'aimerais qu'on me retire mon stérilet », par exemple. Et le gynécologue part dans une espèce de discours paternaliste où il explique à la femme que si elle retire son stérilet, si elle arrête de prendre la pilule, elle pourrait tomber enceinte, qu'il y a un danger qu'elle tombe enceinte, qu'à l'ovulation, les risques vont être accrus. Comme si elle était pas au courant. Et évidemment, il y a des informations que les médecins se doivent de donner, mais il y a une façon de le faire. Et dans cette façon-là, il y a très souvent un discours qui ressemble à celui d'un père envers sa fille, là. Tu sais, une femme de 35 ans, là, qui a eu 3 enfants et qui demande que tu y enlèves son stérilet, là, elle n'a pas eu besoin que tu y expliques comment faire des bébés. Elle en a déjà fait assez comment ça marche. Puis même celles qui n'ont jamais eu d'enfants, là, ben, elles se font assez chier depuis longtemps avec la contraception pour savoir très, très exactement comment ça fonctionne, la reproduction. Ça fait que cette espèce de discours-là, hyper moralisateur, fait aussi partie des violences gynécologiques. Et là, pensez à toute discussion que vous avez pu avoir avec votre médecin, votre gynécologue, qui vous a fait sentir comme une enfant, / un peu comme de la merde, ben on est dedans, corps est dedans. La quatrième forme de violence gynécologique, ce sont les actes exercés sans recueillir le consentement ou sans respecter le choix ou la parole de la patiente. Et ça aussi, je trouve ça extrêmement intéressant. J'ai déjà demandé sur mes réseaux si, lors de vos examens gynécologiques, vous saviez ce que votre gynécologue faisait. Parce que dans les faits, quand tu te couches là sur le dos, tu mets les pieds dans les étriers, ton gynécologue devrait te prévenir de littéralement tout ce qu'il fait. Et pourquoi il devrait le faire? Ben parce que s'il le fait pas, il peut pas être en mesure de s'assurer qu'il y a bien ton consentement pour ce qu'il fait. C'est impossible. Tu sais pas ce qui se passe. Tu peux pas donner ton consentement à ce qui se passe. Et c'est environ dans 30 à 40% des cas, dans mon sondage, que les filles disaient « Non, moi, j'ai aucune idée de ce qu'il fait mon gynécologue. » Et personnellement, je peux vous dire que dans la majorité des examens gynécologiques que j'ai eus, j'étais pas vraiment au courant de ce qui se passait. La seule information qu'on me donnait quelque part dans l'examen, c'est « Attention, ça va être un peu froid. » Mais au-delà de ça, aucune idée. Et j'ai toujours, jusqu'à il y a pas très longtemps, trouvé que c'était comme, oh, mais là, c'est lourd, là, il faut qu'ils disent, OK, je vais insérer mon spéculum. OK, c'est correct si j'ouvre mon spéculum. OK, c'est correct que je prends un prélèvement. J'étais comme, je comprends qu'ils le demandent pas, ça serait lourd, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est ce que je pensais avant. Mais il y a plus ou moins 2 ans, j'étais allée en physio-périnéale, parce que j'ai subi une hystérectomie, et après cette hystérectomie-là, j'ai eu des douleurs qui sont comme restées. Donc, j'ai décidé d'aller en physio-périnéale pour voir ce qu'on pouvait faire.
Ça n'a malheureusement pas réglé mon problème en soi, qui a dû être réglé d'une manière médicale, mais ce qui m'a fait capoter pendant ma physio périnéale, c'est à quel point ma physio, qui était une perle, me demandait mon consentement, pas le sien, mon consentement pour tout. C'était comme, OK, je m'approche de tes grandes lèvres. Est-ce que ça te va si j'ouvre tes grandes lèvres? OK, là, je suis en train de regarder. Là, je pense qu'on pourrait essayer d'insérer un doigt. J'en insérerais un seul, puis on va vraiment y aller centimètre par centimètre pour voir comment tu te sens. Si tu as un inconfort, si tu as de la douleur, je veux que tu me le nommes à tout moment. Ça, c'est valider le consentement de sa patiente à chaque acte. Et aucun gynécologue de toute ma vie n'a jamais fait une chose pareille. Oui, mais ils sont pressés. Sous le couvert du fait que le temps presse, on pourrait se permettre de ne pas demander le consentement aux femmes dans un examen gynécologique. Je suis désolée, mais on a un système à revoir au complet si on est rendu là. Ça ne fonctionne pas du tout. Donc, pensez à vos derniers examens gynécologiques. Est-ce que vous êtes en mesure, par exemple, de retracer ce que votre médecin a fait étape par étape? Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, c'est qu'il ne vous l'a pas expliqué et qu'il ne s'est pas assuré d'avoir votre consentement à chaque étape. Et ça, c'est une forme de violence gynécologique. La 5e forme de violence gynécologique, toujours selon le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est les actes ou refus d'actes non justifiés médicalement. Et on pourrait parler de certains actes. Moi, je vais m'intéresser aux refus d'actes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ça aussi, j'ai reçu énormément de témoignages à cet effet-là. Des femmes, entre autres, qui voulaient se faire retirer leur stérilet. Donc, une femme se fait poser un stérilet, ça fait quelques semaines qu'elle a des grosses douleurs, elle a des saignements, elle va pas bien, elle va voir son médecin et elle lui dit « Je veux que tu me retires ça, je suis pas bien. » Et là, le médecin, fait un examen gynécologique, regarde ça comme « Ah, ouais, je vois un peu d'inflammation, mais tu sais, il a l'air d'être bien placé, je pense que ça va aller, ça vaut vraiment la peine que tu t'endures un peu, tu vas voir, ça va passer. » C'est correct d'emblée de proposer d'attendre un peu, de dire qu'il y a une période d'adaptation qui peut être un peu plus longue. Mais si la femme insiste, si la femme dit « Non, mais je pense qu'on se comprend mal, moi je veux pas garder ça, je suis pas bien puis je veux que tu me l'enlèves », eh bien, il y a des médecins qui encore, à ce jour, en 2025, disent non. Ils refusent d'enlever le stérilet à une patiente qui le demande. Et non seulement ça, mais souvent, ils vont se faire servir aussi le fameux speech paternaliste sur les risques de grossesse s'ils enlèvent le stérilet en question. Mais il y a des femmes qui doivent se battre pour se faire enlever leur stérilet. On a même vu, il y a quelques années, un nombre assez important de femmes qui ont tenté d'enlever leur stérilet seules parce que leur médecin refusait de le faire. Sous quel prétexte, dans quel monde, un médecin peut refuser à une femme de lui enlever un stérilet? Au nom de quel droit, quelle super puissance! C'est incroyable! Et à l'inverse, et c'est tellement ironique, on m'a déjà raconté aussi qu'une femme qui devait accoucher par césarienne a demandé au chirurgien ou à son gynécologue si ils allaient pouvoir procéder à la ligature des trompes en même temps. Elle avait plusieurs enfants, elle n'en voulait plus, puis elle a dit « Gardez, vous m'ouvrez, là. Est-ce qu'on peut me faire la ligature des trompes en même temps? Ça serait fait, tu sais. » Et le médecin a refusé. Il a dit non. Il a dit non, vous êtes trop jeune. La femme avait genre 35 ans, 3 enfants. C'est comme, coudonc, quel âge va falloir que j'aille? Tu me niaises-tu? Et même si elle n'avait pas eu d'enfants, et même si elle avait eu 25 ans, si une femme décide qu'elle veut pas d'enfants et qu'elle veut une procédure qui va lui assurer de ne pas en avoir, pour quelle raison on le ferait pas? Ah, mais elle peut changer d'idée. C'est pas ta fille, man. C'est ta patiente. Si c'est ce qu'elle demande, just do it. That's it. Parce qu'en lui disant non seulement tu t'ingères dans un domaine qui n'est pas du tout le tien, c'est sa vie personnelle à elle, mais en plus, tu l'obliges pour les 20, 30, 40 prochaines années à venir à prendre une forme de contraception potentiellement hormonale qui vont complètement fucker le corps. Si vous avez écouté l'épisode sur la contraception, là, vous me suivez, là. C'est complètement capoté. Et des refus d'actes comme ça, il y en a encore à ce jour beaucoup plus qu'on pense. Et ça, c'est aussi une forme de violence gynécologique.
Et finalement, la dernière forme de violence gynécologique, selon le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est la violence sexuelle à proprement parler, donc le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles. Ce sont des choses qu'on voit moins souvent, qui sont très graves, qu'on voit moins souvent, mais qui existent. C'est juste que sous le couvert de ces violences-là qui sont extrêmes, on oublie souvent les autres et je trouve que c'est vraiment quelque chose de dommage, et plus que dommage, en fait, qu'il y a vraiment un haut potentiel de rendre les examens gynécologiques des femmes difficiles. Moi, je vous ai parlé un peu des expériences que j'ai vécues. J'ai déjà fait du contenu là-dessus autrement sur les réseaux sociaux, mais d'une expérience à l'autre, le fait que mon inconfort n'ait pas été pris en compte, le fait qu'on m'ait parlé d'une certaine manière, qu'on m'ait pas expliqué plein de choses aussi, c'est un peu tout ça qui a créé le traumatisme que j'ai aujourd'hui à chaque fois qu'il est question d'examen gynécologique. Et je me souviens, il y a 2 ans, après plusieurs interventions pour enlever mes lésions précancéreuses qui fonctionnaient pas, j'ai décidé de changer de gynécologue parce que j'en pouvais plus. Du gynécologue avec lequel j'étais, j'en pouvais plus de son insensibilité, j'en pouvais plus de recevoir des lettres pour me prévenir que j'allais devoir revenir, puis que j'étais pas guérie, puis que tout était encore à refaire tout le temps. Et j'ai eu la chance d'avoir une référence d'une amie, d'une gynécologue en or, que j'ai pas pu voir longtemps, malheureusement, parce qu'elle a pris sa retraite. Mais quand je suis rentrée dans son bureau, on a pris le temps de discuter avant l'examen, puis j'ai expliqué un peu mon parcours, puis bon, les lésions précancéreuses, la façon dont j'avais vécu les choses, puis tout ça, que c'était difficile, que j'avais toujours eu beaucoup de difficultés avec les examens gynécologiques et autres. Puis je vais toujours me souvenir que, bon, là, elle s'est levée, elle m'a dit, bon, ben, vous pouvez vous changer, puis on va regarder ça. Puis elle est arrivée pour sortir, mais elle s'est retournée, elle m'a regardée, puis elle m'a dit, inquiétez-vous pas, on va bien prendre soin de vous, puis ça va bien aller. Puis ça fait des années. Puis ça me touche encore quand j'en parle, parce que ça a été un clash. Je me souviens d'avoir braillé dans le bureau en me changeant, tu sais. Cette douceur-là, cet accueil-là, cette bienveillance-là, ce sont toutes des choses que je n'avais jamais vécues et dont j'avais pourtant eu tellement besoin dans mon parcours gynécologique. Et je suis contente d'avoir connu cette femme-là, je suis contente de savoir que ça existe. Ça fait partie des moments qui m'ont permis de comprendre que tout ce que j'avais vécu dans mes examens précédents faisait aucun sens. Mais genre vraiment aucun sens. Et le plus grand problème avec les violences gynécologiques, c'est que ceux qui les commettent, c'est-à-dire le personnel soignant, médecins, infirmières, infirmiers, gynécologues, la plupart du temps ne sont même pas conscients de faire ça, de commettre des violences gynécologiques, tout simplement parce que malheureusement, la médecine est sexiste. Et là, je sais là, que ça peut avoir l'air juste facile de dire ça, mais non, la médecine est sexiste. C'est une science qui a été créée par des hommes, pour des hommes, il y a des milliers d'années, et qui a toujours, jusqu'à tout récemment, exclu les femmes ou étudié les femmes seulement par rapport à leur capacité à se reproduire. C'est pas pour rien qu'on en sait si peu sur l'hormonothérapie à la ménopause, là où on devient pas intéressante, ou par exemple sur le syndrome prémenstruel, ou sur le clitoris, qui est dans les manuels scolaires depuis genre 2017. De tous les temps, on s'est très peu intéressé à la femme et on l'a toujours perçue comme un être inférieur dans le monde de la médecine. Évidemment, c'est différent aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont dans la médecine aussi, mais la médecine reste encore influencée par ces biais sexistes-là, et ça joue sur la façon dont on est perçu, traité, reçu quand on a besoin de soins. Moi, je me rappelle, entre autres, après une de mes premières interventions pour enlever mes cellules précancéreuses, retourne voir mon gynécologue 6 mois plus tard, puis je disais, hey, j'ai des douleurs depuis la dernière ça me faisait mal. Il y a une douleur qui restait, une genre de crampe qui n'était pas menstruelle, c'était autre chose, ça restait tout le temps. Et il m'a répondu, ça se peut pas. Est-ce que vous pensez qu'un homme qui aurait subi une intervention quelconque, surtout en lien avec son pénis, et qui dirait qu'il y a des douleurs, se ferait répondre par son médecin, ça se peut pas? Impossible. Impossible. On pense entre autres aussi aux crises cardiaques qui sont sous-diagnostiquées chez les femmes. De un,
parce qu'il y a pas assez d'études qui ont été faites les concernant au niveau des problèmes cardiaques. Ça a été fait sur les hommes et les symptômes de la crise cardiaque chez l'homme et la femme ne sont pas les mêmes. Mais une autre raison du sous-diagnostic, c'est aussi que la plupart du temps, on va commencer par dire à la femme, ben c'est dans ta tête. T'es anxieuse. T'es en train de faire une crise de panique. C'est comme, non, je pense pas. Ah oui, c'est dans ta tête. Fait qu'il y a tout cet aspect-là aussi. Bref, la médecine, encore à ce jour, même s'il y a eu de l'amélioration, est sexiste, et les gens qui la pratiquent ont, pas tous, mais en grande majorité, sans le vouloir, même s'ils sont bienveillants, même s'ils veulent faire les choses de la meilleure façon possible, ont encore des biais qui sont sexistes. Je veux pas jeter la pierre au personnel soignant en soi, quoique je pense que tout le monde pourrait faire une plus grande part là, dans tout ça, là, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui comme allumer gang, ça serait cool. Mais je veux surtout ouvrir la réflexion pour qu'on puisse tous se demander ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les pratiques gynécologiques plus respectueuses des femmes. Et je déteste tout le temps en arriver là, parce que chaque fois, forcément, c'est là où j'en arrive. Mais les filles, si vous vous sentez pas bien pendant un examen gynécologique, si vous vous sentez inconfortable physiquement ou psychologiquement, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que votre médecin vous dit ou veut faire, vous devez le nommer. On a cette fâcheuse tendance comme femme à accepter l'inacceptable en pensant que c'est nous autres qui sommes pas normales, puis il faut vraiment qu'on arrête ça. Puis je sais que ça fait chier. Je sais qu'en plus, pendant un examen gynécologique, on est dans une situation, une position de grande vulnérabilité, puis c'est pas là où on a envie de se battre pour défendre nos droits, mais pourtant, c'est ce qu'on devrait faire. Alors, dans mesure où vous en sentez la force, ne serait-ce qu'un tout petit peu la force, dites non quand ça fonctionne pas pour vous. Dites non quand vous vous sentez pas bien. Demandez c'est quoi vos autres options. Arrêtez d'accepter l'inacceptable et arrêtez de croire que l'inacceptable est normal parce qu'il ne l'est pas. Et personnel soignant, médecin, infirmier, infirmière, gynécologue, écoutez vos patientes. Écoutez vos patientes, puis demandez-vous peut-être si vous les traiteriez de la même manière si c'était votre fille. Si la réponse est non, ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire, malheureusement. C'est ce qui complète cet épisode sur les violences gynécologiques. Si vous avez des commentaires, envie de réagir, je vous invite à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. À la semaine prochaine!